Univers, comment ça devient mieux que ça? Ah, Oh! T'avais raison! Est-ce que tu me vois? Je te vois. bah, tant mieux si tu me vois, moi je te vois pas. Ah bon? Moi, je te vois. Ah, vas-y. Ah, Kevin! Bon, Bon, bah tant mieux. Moi tu me vois. ouais, t'as bien fait de proposer qu'on reteste. Je suis bien contente de te voir. Franchement, je préfère rester comme ça plutôt que de effacer et risquer de plus te voir à nouveau. Ça dépend si t'es joueuse ou pas, Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, franchement, j'ai régulièrement des lives où c'est plutôt l'autre personne qui peut me voir et pas moi. J'ai envie de profiter de te voir. Ça te va de faire style que tu me vois. Bah, je vais imaginer que t'es derrière. Puis voilà. Bah, c'est facile à imaginer parce que tu m'entends en te répondre tout de suite, donc tu sais que je suis bien là. Euh, et puis donc ça sera enregistré comme ça, on nous verra les deux hein, dans le replay. Donc euh, ah, tu nous mets des petites paillettes, Donc les effets. Je regarde s'il tu y a un petit cherches truc. des filtres. Ouais, un truc sympa. Bon, en tout Comme un cas, t'as enfant. un bon cadrage. Ah bah merci, écoute, c'est gentil. Bah, souvent je tourne un petit peu des vidéos, donc du coup je suis un peu habitué à ce genre de choses. Oui. Donc voilà, je fais en sorte que ça soit sympa. Et puis bon, ça c'est la version Noël, mais un peu beaucoup mieux. Ouais. Voilà. Ok. Bon, bon, c'est plus. Bon bah voilà, j'ai fini de jouer, c'est bon. Cool. Bon, bah, je suis vraiment contente que tu aies répondu oui à mon invitation Mhm. et qu'on soit là ce soir et puis qu'Instagram nous permette de faire ce moment de connexion. Merci vraiment de ta présence. Alors, tu vas pas me voir, mais je te laisse imaginer qu'ici et maintenant, je prends un peu de mon pigment bleu. Mhm. Euh, Ce pigment qui est cher à mon cœur, le bleu outre-mer, qui est vraiment une représentation de plein de choses pour moi, notamment la connexion, comme avec le troisième œil, l'intuition, toute cette connexion à plus grand que nous, Mhm. euh, à toute cette sagesse intérieure qui est reliée à la grande sagesse, quoi, comme à la présence illimitée. Et puis ce bleu aussi qui est pour moi la vibration de cette notion de guérison, de chemin de guérison, des pas qu'on fait pour aller à la rencontre de soi-même et puis se libérer de tout un tas de trucs. Et j'aime commencer les interviews bleues en mettant un peu de ce pigment sur ma gorge pour activer mon chakra de la gorge. Voilà, donc je viens de le faire. Et en parlant de ce que c'est pour moi le bleu, et donc pourquoi je nomme mes interviews les interviews bleues, c'est qu'en fait j'aime, en tout cas quand ça vibre à un moment donné, je me dis ah j'aimerais tellement l'inviter parce qu'il y a quelque chose qui vibre comme ça. Donc inviter des êtres autour de moi à nous partager genre la première question en te demandant un peu de te présenter, ça serait et alors c'est quoi ton bleu à toi? C'est quoi ta médecine à toi? C'est quoi ton ouais, ta vibration à toi, ta connexion à toi avec tout ce que je viens de nommer là. Et ben, tout d'abord merci à toi Coralie de m'inviter sur cette chaîne derrière YouTube. Bah, alors qu'est-ce que c'est que pour moi ce bleu, hein, ce bleu, bah c'est pas quelque chose de visible, c'est pas quelque chose qu'on voit pas non plus, c'est ni visible ni invisible, c'est ni imaginé ni inimaginable, c'est quelque chose qui est au-delà des mots, si j'ose dire, et qui se situe entre le ciel et la terre, si j'ose dire aussi, Ouais. et quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose de visible, mais pas non plus quelque chose qu'on sait pas trop ce que c'est. C'est vraiment quelque chose qui est à la fois le ni oui ni non, et c'est le ni oui ni non, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les deux,
et sans vraiment pouvoir les distinguer parce que dès lors où on distingue l'un, bah on voit plus l'autre alors qu'en fait il y a bien les deux donc c'est pour ça. Et puis Hmm. le côté bleu, c'est peut-être ça. Hmm. Bah, en tout cas, la première fois que on s'est rencontrés, tu portais un pull, un t-shirt, je sais plus, bref, mais en tout cas, qui était vraiment la même couleur que ce bleu un peu pétant, tu vois, du bleu dont je parle. Alors, je m'étais dit, ah, dingue, cette connexion qu'on a. Et quand tu parles comme ça ah ben, t'es ni visible ni invisible, et au final, hum, au moment où tu essaies d'en voir un aspect, bah, tu vois déjà plus le reste. Je me dis, est-ce que ça vient parler au final, hum, au final, ça se vit, c'est la présence, c'est cet endroit où tu es connecté dans l'instant présent à ce qui est. Et au final, dès que tu es en train d'essayer de te demander quoi qu'est-ce, ben, t'es plus en train de le vivre. Est-ce que c'est un peu ça? Bah, dès lors où on essaye de mettre des mots dessus, eh bien c'est un petit peu comme le attrape-moi si tu peux. C'est un peu cette idée-là de ce truc-là parce que plus on essaye de le définir, moins on le trouve. Et finalement, c'est quand on arrête de le vouloir le définir qu'on le trouve le mieux. Donc, à un moment donné, c'est si on veut vraiment vivre cela, eh bien, c'est quand on arrête de se poser la question qu'est-ce que c'est que, bah, en fait, on le vit. C'est ça, c'est parce qu'en fait, on le vit. Ouais. Waouh. Hmm. Et toi, t'as toujours été connecté à ça, genre ce bleu ou cette cette dimension-là et bon, tu pourras peut-être un peu plus déplier un peu ta spécificité à toi ou l'une de tes spécificités de ce que moi j'ai compris, à savoir la méditation. Tu pourras évidemment, l'idée c'est que tu partages tout ce que tu veux là-dessus, mais genre ça a toujours fait partie de ta vie, ça a toujours été une évidence ou comment ça s'est mis? Mhm. Ben, pour le personnage, bah, c'est toujours intéressant parce que c'est un peu, on peut se raconter un peu cette histoire parce que étant tout jeune, l'enfant innocent qui joue, bah, il se pose pas la question, il vit ce truc sans même se poser la question. C'est ce qui fait qu'un enfant est si innocent, si spontané, si joyeux, si aussi vraiment spontané dans le bon comme dans le mauvais. Hein, quand ça va pas, ça va pas. Quand ça va, ça va. Et ce côté innocent, jusqu'à un certain point, dirons-nous, qui nous accompagne en tant qu'enfant, et puis à un moment donné, ça vient un petit peu à disparaître au profit d'un certain nombre d'autres choses qui rentrent dans la vie, hein, comme cette crise d'adolescence où on commence à s'identifier et dire ça c'est à moi, ça c'est pas à moi. Et là on commence à faire des distinctions et comme tout le monde, hein, on n'y échappe pas, on a toujours vraiment cette idée que voilà, on a besoin d'exister, d'être reconnu. D'ailleurs, on a même des styles vestimentaires à une certaine époque, on vraiment se Mm, distingue par les cheveux, partout. mm, Et c'est ça qui crée notre identité et en même temps qui nous sépare de notre unité. Parce qu'on veut être vraiment singulier. Et bien, il y a un moment donné, bah oui, ok, moi je suis comme ça, mais je suis plus comme les autres. Et ah mince, du coup, voilà. Et ça, oui, bien sûr, comme tout le monde, et jusqu'à un point où, bon, bah voilà, se spécialiser, puis on fait des études, et on se spécialise même dans une option, et limite, on est spécialiste d'un truc qui est tout petit, et on a oublié complètement tout le reste. Ben voilà, c'est un peu ça mon parcours, puisque moi, ça a été l'informatique qui a été un petit peu l'entonnoir qui m'a spécialisé à un point où très fort en informatique, mais complètement déconnecté de qui je suis, j'étais, tout ça. Et il y a eu vraiment cette crise à un moment donné de dire, mais non, enfin non. mm. D'ailleurs, ça a créé des problèmes dans ma vie, tout ça, parce que bon, perte de travail, tout ça. Donc vraiment l'histoire de celui qui veut vraiment faire le métro boulot dodo et puis finalement qui vit bah, comme une sorte de société aussi qui quelque part qui aussi s'uniformise dans ses façons de faire, de tous prendre le métro, tous aller au travail, tous rentrer chez soi, hein. Mais une sorte de déconnexion en même temps de ce côté unique, spontané de l'enfant qui joue. Et ça a créé en moi une sorte de rupture qui a été en Ouais. fait à un moment donné de dire bah ouais mais comment je retrouve cet état joyeux parce que ouais ok je fais comme tout le monde, je suis toujours bien comme tout le monde, néanmoins je me suis perdu dans cette masse. Et là il y a un moment de reconnexion ou plutôt de perte de sens avec le travail, perte de plein de choses et cette idée de
de trouver ce sens. Et pour moi, ça a été vraiment de trouver la méditation comme point d'appui, avec bien sûr l'histoire de Bouddha Shakyamuni, qui avait tout pour plaire, et puis ben, il n'était pas heureux. Et il s'est retrouvé Mhm. à partir du château princier pour vivre une vie de moine, hein, de vivre une vie austère, à plus rien de posséder, pour justement éprouver sa condition et trouver ce bonheur même dans des choses où il y a quasiment, on pourrait se dire, mais il n'y a pas de bonheur dans le fait d'être assis sous un arbre. Et justement, c'est ça qui m'a beaucoup inspiré, parce que moi j'avais vraiment cette perte de sens. Bon, j'allais au travail, mais bon, c'était pas forcément passionnant de regarder des écrans d'ordinateur toute la journée. Donc, Mhm. donc ça a été ce côté, ok, je tente, j'essaie de voir ce que c'est que la méditation. Et puis je me suis rapproché des centres bouddhistes, un peu comme ça. D'accord. En fait, dans ce que tu dis, il y a plein de choses qui vivent. Déjà, en fait, tu parlais de ça, de la crise d'adolescence et de ce moment où, cette période où il y a comme un besoin, comme aussi d'appartenance au groupe ou d'être validé par le regard extérieur, d'être accepté par le groupe et tout ça, et qui fait qu'alors euh, on, on, on va choisir un style vestimentaire, on va, au final, comme beaucoup, créer sa personnalité jusqu'à ce qu'à un moment donné, on s'aperçoive sur ce qu'on peut appeler un chemin d'éveil ou un chemin de guérison ou que sais-je, quelle que soit la manière dont on veut le nommer et puis dont ça se manifeste dans notre vie. Parce qu'on se dit, aïe aïe aïe, mais en fait, cette histoire de personnalité, non seulement euh, ça, c'est comme si c'est pas vraiment moi, c'est des couches, c'est, je sais pas, des étiquettes, des trucs et tout ce que je crois depuis tout le temps que ça c'est moi, c'est mon caractère, je suis comme ça, nanana. En vrai, c'est comme si ça nous permettait pas de goûter ni à notre essence, comme, enfin, genre, en vrai de vrai, la vie qui me traverse, ben, qu'est-ce qu'elle a de la joie à exprimer? Et puis, euh, comment ça me connecte comme à la source, quoi, je sais pas comment le nommer autrement, mais, donc, en fait, tout ce qu'on a mis tant de temps à construire, à un moment donné, on s'aperçoit que, oups, va falloir le déconstruire ou, ou être d'accord de le laisser partir, quoi. Ouais, Ouais, se ouais, c'est ça. dépouiller comme le Bouddha. Ouais. Ce côté de dépouillement, c'est vraiment du fait de s'ajouter des couches au fur et à mesure du temps, du fait de vouloir s'identifier, de s'identifier, même de jouer ce rôle, hein, d'être vraiment identifié au personnage, à vraiment se être unique, hein, dans le sens sorti du lot. C'est à la fois bien et pas bien parce que dans cette envie d'être unique, bah, finalement, la personne s'extrait vraiment de cette unité. Et dans cette façon d'être unique, et ben finalement, en fait, elle est bien seule dans cette situation. Et les Mm. personnes qui sont dans cette situation-là, hein, se vivent tout ça, hein, à un moment donné. Après, c'est cette envie justement de se rapprocher de quelqu'un pour vivre les choses à deux, hein, pour plus Mm. être cette personne unique, mais vraiment retrouver cette unité avec une personne. Bon, généralement, pour imaginer ça, un homme, une femme ou un couple qui se forme autour de cette envie de se retrouver après avoir été séparés, fort de cette unité. Et justement, ce rassemblement, bah, ça crée justement une autre phase de la vie, hein. Certains le vivent en couple, d'autres choisissent la vie spirituelle ou la voie spirituelle comme étant un moyen de se trouver intérieurement. À force d'aller vers l'extérieur, à vouloir briller vers les autres, toujours se mettre en avant, il y a une phase de repli. Et cette phase de repli, ben, elle peut aller dans deux sens, c'est-à-dire être avec un partenaire ou une partenaire pour justement avoir ces moments d'intimité, de pas être vu justement de tout le monde. Et certains choisissent, comme moi, ça a été plutôt cette voie-là, d'aller vers une voie spirituelle, c'est-à-dire d'aller dans des centres bouddhistes pour justement méditer, intérioriser cette énergie exubérante que j'avais mis un petit peu à l'extérieur, que je voulais retrouver vers l'intérieur. Mm. Et ça, on a tous cette phase-là, hein, qui prend plus ou moins l'une ou l'autre forme suivant l'envie de l'âme à vivre plutôt ceci ou cela, avec toujours cet esprit au fond que c'est dans cette profondeur que ça va se guérir, que Mm. ça va se résorber, que Mm. ça va revenir à l'intérieur. Et ça, c'est une phase aussi importante puisque cette perte de sens, hein, moi qui avais un appartement, un travail, une petite amie, un travail, tout allait bien, et ben j'ai tout perdu et je me suis retrouvé vraiment démuni de tout ça,
avec ce dépouillement de qu'est-ce que je fais de ma vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller dans les centres bouddhistes. Et puis même, j'étais pas accepté dans les centres bouddhistes. Et j'ai dû même aller sur le chemin de Saint-Jacques pour essayer de cheminer seul avec moi-même pour vraiment retrouver cette intériorité. Et là, moi, ça a été un travail vraiment laborieux parce que personne à qui partager tout ça, parce que étant seul. Et ça a été plutôt même considéré comme des maladies, hein, puisque moi, on m'a considéré malade mental, parce que justement, j'avais pas Wow. trouvé la part intérieure de justement cette part qu'on trouve généralement chez une partenaire si on est un homme, hein, on va dire de manière générale, hein, en couple, on va dire. Voilà. Et ça a été quelque part ma descente aux enfers, parce que j'avais pas un répondant dans mon fait de trouver mon intériorité. Et donc hôpitaux psychiatriques avant de trouver des centres de Wow. méditation véritablement. Wow. Bah, dis donc, j'allais te demander, parce que voilà, tu as parlé de rupture, de perte de sens, et puis souvent, c'est bon, chez les personnes que je vois en interview, ça revient souvent que il y a comme un point de bascule, un moment de soit de burn-out, soit de trop de souffrance ou trop de quelque chose qui fait que euh, la vie bascule, on pourrait dire, et en même temps de se retrouver comme là le plus à poil possible et le plus vulnérable possible, et en même temps que ça demande aussi beaucoup de courage, puis ça demande à un moment donné un choix comme ouais, genre cette expression genre t'es au bout de ta vie, cette expression un peu particulière, mais et de fait c'est comme si encore il t'était demandé, ok, et tu choisis quoi? Tu choisis la vie ou tu choisis de continuer par là ou même comme d'arrêter quoi. Et je me demandais ça euh, parce que quand on va voir sur ton profil Insta, dans ta bio, il y a écrit que tu es éveillé depuis 10 ans et que tu connais l'extase aussi depuis 7 ans. Et donc, bon, moi, je pratique très peu pour le moment. J'ai comme assez peu pratiqué la méditation. Et donc, genre, tu sais, je connais pas trop et tout. Je suis vraiment, genre, toute novice. Moi, je suis là, tu me cueilles comme une fleur de printemps. Je ne connais rien, ou très peu. En tout cas, ce que d'autres me partagent, mais j'ai assez peu d'expérience. Et je me disais, mais c'est quoi l'éveil, en fait? C'est quelque chose qui vient progressivement parce que tu le nourris, donc tu vois, tu parlais, voilà, ben t'es allé dans les centres bouddhistes et encore et encore. Est-ce que cette transformation, elle s'est faite comme ça, un peu comme au goutte à goutte, à force, ou est-ce que il y a un avant-après en mode fulgurant, tu vois, comme est-ce que c'est ce point de non-retour, c'est le fait d'arriver à un moment donné à un hôpital psychiatrique et qu'il y a quelque chose en toi ouah, je sais pas, qui se réveille ou qui, bon, tu vois, ouais, qu'est-ce que tu pourrais dire de ça? Ben, alors il y a plusieurs choses dans ce que tu partages. Et effectivement, par rapport à d'abord la question qu'est-ce que l'éveil? Tout simplement, on parle d'éveil quand on est enfant. Les enfants, on dit ah il s'est éveillé en pensant qu'il vient de sortir de sa Mmh, sieste. Parce que mmh, justement, ils sont tout mignons et ils sont dans un état vraiment magnifique. Et c'est le cas, hein. Les enfants sont vraiment toujours dans cet état d'éveil. C'est juste qu'en tant qu'adulte, il y a une tendance à perdre cet état d'éveil. C'est pourquoi justement il y a des charges qui nous viennent tous les jours. Ils vont aller travail, famille, amis, tout ce qu'on veut. Et cette connexion à l'éveil, quelque part, elle se dissout au travers d'un certain nombre de connexions avec les uns les autres. Quand la personne elle veut véritablement s'éveiller ou retrouver cet état d'éveil, parce qu'on est toujours en éveil, simplement on l'a oublié du fait d'un certain nombre de choses extérieures, eh bien l'éveil se produit quand justement on arrête de faire des choses et que on retourne à l'état naturel, hein, de ne rien faire, juste être là, présent, ici et maintenant, sans rien faire de spécial. Alors ok. dans ce vide, justement, il y a des fois, il y a cette envie de meubler ou de faire quelque chose, mais il n'y a rien à faire en fait. C'est ça qui est justement des fois un peu le défi. On nous dit, voilà, vous pouvez atteindre le bonheur, il faut ceci, cela. En vérité, il n'y a rien besoin de faire. C'est déjà là et c'est juste notre envie de s'échapper de ce moment ou de vide, de, ouais, d'absence
qui fait que c'est très difficile, soi-disant, d'atteindre l'éveil. Alors, c'est pas forcément très difficile, mais c'est juste que on a une frénésie à toujours vouloir faire quelque chose, et c'est ça en fait qui est en fait notre véritable obstacle à notre éveil. Parce que au fond, on est déjà dans cet état-là. C'est juste que pour connaître vraiment cet état, c'est en ne faisant rien qu'on y arrive le mieux. Et celui qui arrive à ne rien faire, je crois que c'est devenu un art, hein, l'art de ne rien faire, eh bien, c'est des personnes qui ont vraiment, qui connaissent véritablement le bonheur. Donc, l'éveil, c'est un peu ça, c'est arriver à ne rien faire et à observer qu'en fait cet état est bien présent en soi. Donc, être en pleine conscience de soi, de qui l'on est, c'est ça qu'on trouve. Mm. Alors, pour arriver à ça, bien sûr, on peut tous y arriver. D'ailleurs, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, hein, il suffit d'écouter le silence. Et, euh, et voilà. Et dans là-dedans se trouve en fait notre bonheur, puisque c'est pas quelque chose qu'on peut décrire, mais c'est pas quelque chose qu'on peut ne pas voir. C'est tellement évident que justement c'est ça qui nous paraît incroyable. C'est devant nous, mais non. Mm. Donc voilà. Alors, tu sais, alors je sais pas si tu connais ça de moi, mais un de mes grands dadas, un des sujets dont je parle le plus pour bon, moi j'ai ma façon à moi de d'accompagner les personnes à se libérer de l'impact que peuvent avoir les mémoires traumatiques sur leur vie, sur leur manière d'être et puis dans leur quotidien. Et ma manière de parler de ça, d'aborder ça et d'accompagner ça, c'est de repartir de la métaphore du vilain petit canard et du cygne, ce conte d'Andersen. Et, et pour moi, tu sais, on peut souvent entendre dire ah bah il était un vilain petit canard, et un peu comme si c'était bon ben une vie de malheur un peu misérable, ou et que c'était dur, et un peu comme s'il était pas assez bien, et puis il est devenu un signe, comme si là il était devenu genre comme il faut un peu, tu sais. Et moi j'aime ici venir comme mettre une loupe et se dire le mot vilain petit canard qui a été posé sur lui, ça fait partie de ces étiquettes. Tu sais que on peut recevoir de l'extérieur depuis toujours. T'es comme ci, t'es comme ça, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, ou bla 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 bla. Et, et cette histoire de vilain petit canard, j'aime vraiment me regarder le tout début du conte, où en fait juste, si on regarde bien, ça n'a jamais été un canard vilain, un canard moche, mal fini. En fait, ça a toujours été un cygne qui était dans un nid de canard. C'était un œuf de cygne déjà. Lui, il était dans sa complétude, dans son essence. Il a toujours été complet. Il a toujours été comme entier lui-même. Et je trouve que enfin en tout cas, moi, je vois forcément un écho dans ce que tu dis, que méditer et se relier à cet état d'éveil, c'est aussi une manière comme de reconnecter avec cette essence véritable qu'on a depuis toujours, la vie qui est là, puis qui nous traverse. Et, alors, le peu d'expérience que j'ai de la méditation, moi, si je m'assois sur un banc ou un coussin de méditation, et que je commence à essayer d'entrer ici, puis de rester en présence et en silence, voûte, très vite, ta 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 ta, il y a la machine là-haut qui commence à faire son hamster de dingo là, et il y a tout qui part et tout ça, et et en fait c'est comme si la méditation, ça paraît tellement facile en soi, et pourtant il y a tout cet engrenage, non? Toutes ces personnalités, le métro boulot dodo, bref, toutes ces choses-là que tu as dites, bah, qui sont quand même là, qui sont comme un peu programmées. Et comment, je sais pas, qu'est-ce que tu auras envie de dire, toi, sur ça, sur cet écart parfois entre l'état qu'on aimerait pouvoir goûter en méditant, et puis tout ce qui vient se déclencher, et aussi peut-être si tu veux raconter toi, la première fois que tu t'es assis à méditer, bah, est-ce que ça te l'a fait aussi? Est-ce que encore maintenant? Est-ce qu'encore aujourd'hui, genre, je sais que tu médites
tous les matins au minimum. Genre, si tu t'assois demain matin, est-ce que ça se peut que la machine, elle se mette en route là-haut, là, qui est ton ciboulot qui carbure? Ou est-ce que maintenant, toi, t'es connecté direct, quoi? Alors oui, il y a une chose intéressante, par exemple, quand on médite, c'est tout simple, hein. Mais imaginez, vous regardez un paysage. Ce paysage, bah, il y a peut-être des montagnes, une rivière, un ciel bleu, des oiseaux, des vignes peut-être, ou que sais-je que dans cette scène que vous voyez devant vos yeux quand vous observez un paysage, et tout est présent. Quand vous observez ce paysage, bah, vous allez peut-être porter attention sur la montagne, ou les oiseaux, ou le ciel, ou la rivière, ou les vignes, ou que sais-je que vous voyez sur ce paysage, et vous êtes conscient à chaque fois que vous portez attention dessus. Ben, de la même manière, quand vous méditez, ben, du fait que la plupart du temps on médite les yeux fermés, et bien qu'est-ce qu'on voit dans ce paysage? Ben, dans le paysage humain, ça ressemble plus à des pensées, des choses de notre vécu, euh, des choses qu'on a à faire, une envie de se gratter, une sensation qui nous traverse, ou que sais-je encore. Et ça, c'est notre paysage d'humain, qui est à l'instar de ce paysage des fois qu'on peut observer. C'est tout le temps présent, et dès lors où on a une attention particulière sur une chose en nous, eh bien, on en est attentif, ou on en est averti. Et c'est ça, en fait, qui est des fois un peu bizarre, parce que on voit ce paysage et on dit, oh non, ça je le connais, j'ai plus envie de le voir, ou quoi. Mais en fait, ça fait partie de notre paysage intérieur. Et par exemple, c'est quand on regarde la nature, bah, on va pas changer la nature. On regarde, bon, bah, il y a un oiseau qui passe, bon, voilà. Il y a une montagne, bon, bah, il y a une montagne, on va pas déplacer la montagne. Et ben, c'est un peu bizarre parce que en nous, on essaye des fois de repousser des choses qui sont à l'intérieur de nous, une pensée ou une envie de se gratter ou que sais-je à l'intérieur de nous. Et quelque part, ben, en fait, on veut modifier notre intérieur, alors que c'est comme un paysage extérieur, il n'y a rien à faire, c'est juste à observer. Donc ça, en fait, c'est quand on médite, c'est on apprend à observer ce que l'on voit de nous, hein, que ce soit du bon, du mauvais, de l'agréable, du désagréable, et à juste être ce spectateur, ce témoin de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et pour ça, hein, bah, bien sûr, hein, il y a des fois où il y a beaucoup de choses à observer, il y a des fois où il n'y a rien du tout. Euh, L'idée, c'est de rester soi, quel que soit ce qu'on y voit. Comme par exemple, dehors, si on regarde dehors, bah, quand c'est la journée, on arrive à distinguer plein de choses. Quand c'est la nuit, on voit plus rien. Bon, bah voilà. Donc c'est vraiment l'idée de, quand on médite, d'accepter le bon comme le mauvais et de ne pas y réagir. Donc Wow. moi, quand je médite, ce qui se passe, ben comme tout le monde, hein, j'observe des fois beaucoup de trucs, moins de trucs. Et à force de méditer, j'ai beaucoup appris à bah, accepter ce que je vois. Pas forcément à changer ce que je vois, parce que j'ai beau changer les choses à l'intérieur de moi, il y en a d'autres qui reviennent. Donc au bout d'un moment, j'ai arrêté de m'épuiser pour rien. Et puis j'observe, et puis ok, bon, c'est comme ça aujourd'hui. Alors bon, il y a des petites techniques qui permettent justement de se recentrer, voilà, pour éviter un petit peu de trop partir, d'être inconscient. Mais en soi, il n'y a pas énormément de choses à faire, voilà. Donc je suis comme tout le monde, je suis toujours motivé par plein de choses. Disons que peut-être que je me fais moins emporter par la vague Hmm. quand celle-ci est un peu haute, on va dire. Hmm. Et tu veux dire à force d'avoir pratiqué? C'est ça, par Parce que ça fait des l'entraînement, années on que acquiert. tu y es, quoi, ouais. Ouais, ouais, Donc, ok. ouais. Ouais. Donc, donc ça, Et petit à petit, vous pouvez y arriver, chacun peut y arriver. En fait, on peut même faire un exercice de respiration. On observe simplement l'inspiration, l'expiration, et le fait d'être observateur de ce mouvement, bah, on se nourrit, en fait, voilà. j'adore ta manière. En fait, il y a un mot que t'as dit qui m'a fait genre ah et qui m'a donné envie d'essayer de méditer demain. Alors ça, c'est bon signe. Merci. C'est bon signe. Haha. Euh, c'est quand tu dis, enfin, ouais, cette métaphore entre le paysage, genre de la montagne et puis le paysage humain, et quand tu dis, bah, si tu te balades, si tu fais une rando en montagne et que sous tes yeux il y a une montagne, tu vas pas essayer de l'enlever. Et en fait, ça m'a détendu de dingue d'imaginer, mais c'est exactement pareil, quel que soit ce qui peut passer là sur mon écran, et ben, c'est tout. C'est là, ça passe, et
c'est pas enfin, il s'agit pas de le changer ou de l'enlever. C'est pas là que ça se passe, quoi. L'état qu'on recherché, cette sensation de présence et tout ça. Ouais. Justement, quand on arrête de changer ce qu'on voit, eh bien, on peut se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire cette chose qui n'est ni bonne ni mauvaise. Souvent, on a tendance à polariser les choses en disant ah ça c'est bon, ah ça c'est pas bon. C'est bien, hein, ça permet de distinguer les choses, mais dans le bon comme dans le moins bon, il y a cette présence qui est comme nous. Hein. Nous, des fois, on est heureux, on est joyeux. Bah, qu'on soit heureux ou joyeux, bah, il y a toujours quelque chose en nous qui nous anime. Et c'est ça qui est intéressant parce que, bah oui, on a toujours cette tendance à vouloir discriminer les choses, qui nous permet encore une fois de distinguer les choses, mais qui nous permet pas forcément de voir qu'en fait, que ce soit dans le mauvais ou dans le bon, bah, il y a cette présence. Et si on est déjà là en train de juste entendre quelque chose, ce message, bah, c'est merveilleux, on a envie, quoi. Et juste ça, sans vouloir y ajouter quoi que ce soit, bah, c'est cool. Euh, cette petite flamme, cette petite étincelle qui brille en nous, euh, pour avoir des fois vécu, par exemple, la mort d'un proche et avoir vu un proche de mort, eh bien, il y a vraiment cette sensation que la personne n'est plus présente, voilà, qu'elle a perdu son âme ou que le corps n'est plus animé d'une âme. Et là, vraiment, il y a quelque chose. C'est pour ça que c'est des fois difficile quand on vit une épreuve d'un deuil, ou etc. Parce que on est face à un individu qui a une forme humaine et qu'on, soi-disant, on dit, bah, il est humain, donc forcément, il est en vie ou il est animé de cette étincelle. Mais quand on voit juste un corps, eh bien, il y a vraiment cette sensation, ah oui, mais moi, ça se trouve, j'ai pu exister. Et là, on est au plus proche de ce que c'est que notre étincelle divine ou ce qui nous anime. Et vraiment, c'est là où on prend vraiment conscience qu'il y a une présence au-delà de cette forme, hein, qui peut être bonne ou mauvaise, agréable ou désagréable, et qui est en fait notre nature, en fait, qui l'on est vraiment. Et qui peut pas vraiment être nommée, mais en même temps, quand elle n'est pas présente, bah, ça nous touche dans notre profondeur, dans notre unité, dans qui nous sommes. Et c'est là où justement, euh, savoir justement apprécier le bon comme le mauvais, eh bien c'est peut-être là où se trouve ce qu'on cherche depuis toujours en voulant séparer le mauvais, le bon, tout ça. Hmm. J'ai- Je notais en même temps, je note tes pépites. Ce que moi je vois que tes pépites. Je prends les notes pour moi et puis pour faire le commentaire en dessous de publication et tout ça, genre, waouh. Et euh, il y a un truc qui m'a marqué aussi je sais même plus d'ailleurs si c'est que je l'ai lu sur ton profil ou si c'est à un moment donné où je t'ai entendu le dire dans un autre contexte. Ça t'arrive hein, de te définir ou de dire que t'es comme un geek éveillé, le geek éveillé. Tu dis ça des fois, hein? Ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour parler de ce que tu décrivais au début, quoi, que au début tu avais ta route toute tracée d'informaticien, etc. Et puis pouf. Euh, et maintenant, t'es les deux, c'est-à-dire que t'as continué ton tes missions d'informaticien et tout ça, ça continue de faire partie de ton activité professionnelle, on va dire, et aussi d'accompagner les personnes sur leur pas vers la méditation. Alors oui, c'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, c'est que dans mon parcours, il y a vraiment cette rupture pendant un temps où j'ai complètement délaissé le monde informatique. Pendant 10 ans à peu près, je me suis retrouvé dans des centres bouddhistes, donc j'ai Ouais. complètement reculé, je me suis vraiment extrait du monde pour vraiment trouver ce monde intérieur, hein, mon étincelle, ma félicité, ma divinité. Et quand je me suis connecté à ça, ça fait maintenant depuis 2017 que j'ai vraiment trouvé cet éveil, j'ai mis complètement fin à mes souffrances du fait d'avoir renoncé à tout ce que je pouvais avoir, travail, famille, amis, enfin, et même mes amis, je les ai pas vus pendant un certain temps. Donc il y a eu vraiment cette déconnexion. Et en même temps, dans le fait de se déconnecter de tout ce que je pouvais avoir de liens, d'amitié ou que sais-je, eh bien, c'est là où je me suis véritablement trouvé. Et depuis ce jour, donc, j'ai eu vraiment une révélation qui a été fulgurante, hein, parce qu'il y a eu vraiment une. Et en même temps, ça s'est fait tout dans une sorte de tranquillité, dans un moment très, très doux.
Et ça, c'est assez particulier. Bon, il y a des, je sais pas si on a le temps de parler de tout ça, mais il y a un épisode un petit peu de Kundalini où justement j'ai un feu qui est monté en méditation en moi, qui a tout brûlé à l'intérieur de moi, hein. Normalement, on apprécie vraiment d'être dans ce. Alors, pour ceux qui connaissent pas la Kundalini, c'est une sorte de bien-être. C'est un feu intérieur qui nous saisit, hein. Généralement, ce feu intérieur, on le vit un petit peu quand on est en union avec un ou une partenaire, hein, suivant si on est une femme ou un homme. Et voilà. Et là, moi, ça s'est produit sans qu'il y ait quelqu'un. En fait, j'étais simplement en méditation et ce feu est monté, hein, vraiment comme dans un acte amoureux, sauf que c'était trop fort. C'était vraiment très très fort. C'était un feu qui me brûlait de l'intérieur et j'avais l'impression de brûler sur place. Et j'avais juste une envie, c'est que ça s'arrête. Donc j'ai dû sortir du centre où j'étais pour aller dans la forêt, le temps que ça se passe, parce que ça me demandait vraiment de m'extraire de tout bâtiment et d'être vraiment dehors, puis attendre que ça brûle. Euh, et bah, il y avait personne qui pouvait faire quoi que ce soit parce que c'est intérieur, hein, il n'y a rien de spécial, si ce n'est que bah, c'est juste insoutenable et qu'on a juste envie de mourir à ce moment-là. Et j'ai attendu que ça passe, ça a duré peut-être 3 4 heures. Et au mois de mars, j'étais en t-shirt dehors, mais j'avais pas froid. Ça, pour le coup, c'était génial. Mais bon, voilà. Bon, il y avait le pour et le contre. Et puis, vers 9 heures du soir, ça s'est calmé. Et il y a eu vraiment cette réalisation après. Il y a une sorte de pensée qui est venue dire, bah voilà, que j'avais réalisé un état intérieur et que ce serait plus jamais comme Mm, avant. Et mm. ça a été le cas puisque 3 mois après, je me suis complètement éveillé. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait monter ma conscience au plus haut niveau. J'ai revu toutes mes vies passées. Et puis j'ai vu la Terre qui fonctionnait comme un cœur ou comme un poumon, qui se gonflait, se dégonflait. Et hop, je suis revenu dans mon corps. Et là, j'ai eu bah, cette pensée suivante, je suis Bouddha Maitreya, je me suis éveillé. Donc j'ai eu quelque part cette réalisation, hein, que j'avais plus rien à faire dans ce monde, que j'avais fini mes souffrances. Néanmoins, bah, qu'est-ce que je fais de ma vie? Parce que c'est comme dans les jeux vidéo, on a une vie en extra, on peut en faire ce qu'on veut. Ah, Et il ben te reste voilà. des vies en fait. Ouais. T'as du rap de vie. Voilà, c'est ça. Et le cadeau, bah, c'est d'être dans cette extase depuis 7 ans. Donc ça fait que je suis dans ce bien-être qu'on connaît généralement quand on est en union avec une partenaire si on est un homme, Mm, ou un partenaire si on est une femme, et ça, c'est constamment. Donc en fait, j'ai mon parcours d'informaticien qui a duré bah, jusqu'en 2007. Après, j'ai eu cette période bon, de 10 ans, plus 7 ans maintenant, enfin, voilà, qui fait que ça fait à peu près 15 ans que j'ai cette période de méditation. Et puis bah, maintenant, je me dis, bah, qu'est-ce que je fais de mon bagage? Alors j'ai commencé à enseigner un petit peu ce que c'est que la méditation, parce que ça me paraît tellement évident que trouver son bonheur, c'est formidable. Donc j'ai commencé par créer une entreprise pour amener les gens à méditer. C'est pourquoi bah, il y a depuis un an une entreprise que je propose avec des méditations, des vidéos YouTube, et puis je ne sais pas combien de trucs que je fais sur les réseaux pour pousser la méditation, le bien-être, l'extase, l'éveil, tout simplement. Et puis progressivement, mon passé d'informaticien revient aussi. Et donc j'ai créé cette année une entreprise en informatique parce que j'adore aussi l'informatique et qu'il y a un besoin énorme pour les gens de ne serait-ce que leurs ordinateurs fonctionnent. Ne mm. serait-ce qu'aujourd'hui, je sais pas, j'ai eu 4 personnes qui sont venues juste parce qu'ils avaient un problème en informatique. Donc Ah ouais. voilà, ça coïncide. Et puis j'ai dit, mais comment je peux allier à la fois la méditation et l'informatique, mes deux passions. Et c'est venu assez récemment la chose suivante, c'est que mon entreprise d'informatique, j'ai fait en sorte que, comment j'ai dit, le slogan, c'est euh, venez avec votre euh, médi- méditez, je prends soin de votre PC, SGI informatique, votre bien-être numérique. Donc c'est pour dire qu'il y a les deux. Il y a à la fois, vous venez avec votre ordinateur, vous me l'amenez, je le répare. En attendant, vous méditez. Et puis je vous redonne votre ordinateur qui fonctionne et en plus vous êtes tranquille. Donc c'est merveilleux. Excellent. Bien joué. Excellent. Voilà. Wow. Et tu disais que après cette expérience hyper forte là de Kundalini, d'éveil et tout, t'étais comme revenu avec l'information, genre je suis Bouddha Maitreya. Et ça, est-ce que tu saurais en dire un chouïa plus? Moi, ça m'a marqué ce nom. Encore une Ouais. fois, je te redis, genre, je connais un peu que dalle. Alors, Bouddha, oui, évidemment, un peu genre comme tout le monde. Je vois vaguement en vrai hein, la représentation, mais sans plus. Et puis, Maitreya aussi, c'est ça, comme si c'est quoi ou ça veut dire quoi?
Alors, on connaît donc Bouddha, généralement on dit Bouddha de manière historique parce que c'est le Bouddha Shakyamuni, donc le quatrième Bouddha qui est arrivé en ce monde et en ce temps. Et généralement, il est dit qu'il y a un Bouddha régulièrement qui apparaît dans le monde. Ça coïncide généralement à des ères cosmiques ou des ères zodiacales. Et justement, il y a certaines phases comme ça. Donc, il y en a, ils se sont amusés à dire, bon, bah, le prochain Bouddha, il arrivera dans tant de temps parce que l'ère machin va faire tant de temps. Bon, ça, on va dire, c'est dans la théorie. Après, dans la pratique, le Bouddha Shakyamuni avait annoncé son successeur à son époque, donc il y a 2500 ans, comme quoi, après lui, quand le Dharma, donc les enseignements, auraient décliné du fait qu'il ne serait plus présent, un nouveau Bouddha réapparaîtrait. Bon, ça, c'est moi ce que j'ai un peu appris quand j'étais au centre bouddhiste. Néanmoins, quand j'ai médité, bah, j'ai pas choisi d'avoir cette information, ça m'est venu à moi comme ça. Vous savez, une pensée, quand vous avez une pensée, vous savez pas d'où ça vient, ça vous arrive dans la tête, vous entendez une pensée, ah bah oui. Et quand ça m'est arrivé, ça a coïncidé au moment où en fait j'ai revu toutes mes vies passées, que j'ai revu bah, l'origine de la Terre qui est en train de se contracter et se contracter et se dilater, et puis moi qui reviens dans mon corps, avec justement cette information, je suis le Bouddha Maitreya, je me suis éveillé. Alors en cherchant, bon, je savais déjà un petit peu parce que je m'intéressais déjà pas mal de temps à ce que Bouddha Shakyamuni avait partagé dans les textes, les sutras, etc. Et le cinquième Bouddha, le Bouddha Maitreya, c'est le Bouddha qui est souvent annoncé à l'époque de Bouddha Shakyamuni comme le Bouddha d'après. Donc, bon, après, le temps exact de quand est-ce qu'il arrive, en tout cas, moi, cette pensée, elle m'a traversé. Et donc, j'ai commencé à le partager. Je dis, bah, je suis Bouddha Maitreya. Mais le problème, c'est que, en fait, c'est ça qui est, enfin, c'est pas forcément un problème, mais disons qu'il y a une identification à un individu. Quand on dit je suis Mathieu, par exemple, parce que c'est le nom qu'on m'a donné, bah, on s'identifie à cette forme en disant bah ça c'est Mathieu. Mais en fait, Mathieu, c'est pas ça. C'est juste parce qu'on l'a identifié comme étant Mathieu que Mathieu ensuite se reconnaît comme étant Mathieu. Donc il y a une sorte de, bah, c'est normal hein, parce qu'on nomme les choses, sinon comment on en parle. Donc c'est normal, ça c'est sur le plan relatif. Après sur le plan absolu, on n'a pas vraiment de nom. Donc il faut bien qu'à un moment donné on puisse communiquer. Et tant que Mathieu donc était identifié à ce corps, eh bien quelque part il était emprisonné par cette illusion que Mathieu est ceci. Alors que des Mathieu, il en existe plein, hein, il n'y a pas que ce Mathieu-là. Et le fait d'avoir un autre nom comme Bouddha Maitreya, c'est une manière que l'ego puisse lâcher sur le fait d'être identifié à une forme, à un soi. Et quand je dis je suis Bouddha Maitreya, bah on me dit bah non, tu peux pas le dire. Parce que c'est logique, on peut pas nommer les choses. Et quelque part, c'est aussi une manière de me désidentifier de quelque chose qu'on m'a souvent nommé comme étant ça, c'est Mathieu, par exemple. Ouais. Donc, et souvent, ça, c'est ce qui se passe aussi dans les traditions spirituelles bouddhistes, notamment, quand on suit un maître, on prend un nom de refuge. C'est-à-dire qu'on change de nom, on va dire le nom laïque, et on prend un nom bouddhiste. Pour justement se désidentifier de ce lien qui a été créé pendant de nombreuses années, qui est tout à fait légitime, hein, c'est pas le problème, mais qui a tendance à cristalliser sur une forme, un nom, et donc tout un nombre de caractéristiques qui sont associées à ce nom. Donc moi, quand j'ai quelque part, c'est un peu comme à ma naissance, hein, quand on m'a donné le nom de Mathieu, sauf que là, c'est pas mes parents qui me l'ont donné, c'est la source directe qui m'a dit, bah, je suis le Bouddha Maitreya. Ouais. Voilà. Et ça a été, ouais. Donc bon, après, alors moi, du coup, en honneur à ce nom que j'ai observé en méditation, bah, du coup, je rends un peu hommage comme ça, et c'est aussi une manière, je pense, de continuer un héritage qui a besoin d'être entendu, ou en tout cas à cette époque d'être dit, parce que c'est qu'une pensée, hein. Tant qu'elle n'est pas verbalisée, c'est à ce niveau-là. Bien sûr. La parole, c'est là, et après, quand ça vient dans le corps, là, c'est véritablement vécu, et voilà. Ouais, merci. À ce que tu viens de dire sur le prénom, bon, après, il y a vraiment cette particularité de Bouddha. En tout cas, cette histoire d'avoir un autre nom pour pouvoir décristalliser des attachements, des mémoires, des loyautés, voilà, les étiquettes aussi, tout ce dont on a parlé, avec le prénom de naissance. Alors tout à l'heure, au début, tu m'appelais Coralie parce que c'est comme ça qu'on se connaît. En même temps qu'ici,
la plupart des personnes me connaissent comme Odette parce que c'est exactement ça en fait. C'est que je dis toujours Coralie, c'est mon prénom de naissance et puis à un moment donné de mon chemin et de ce que j'ai eu envie d'exprimer et de mon être, euh, c'est comme s'il a fallu, genre je pouvais pas faire autrement que de prendre ce prénom-là. Enfin, ce prénom et ce nom, en fait, moi, c'est Odette Femme Serre. Et c'est une évidence que quand je suis reliée à ce nom-là, ça me connecte tout de suite beaucoup plus à, je sais pas comment dire, à mon essence ou à mon être et ça m'allège de tout un, ouais, de tout un tas je sais pas, de, ouais, ce qu'on disait, de poids ou d'étiquette ou que sais-je, mais que j'ai pas ou plus envie de continuer d'avoir à apporter ou à nourrir, en fait. J'ai envie d'avoir à nourrir ça. Mm. Mm. Et généralement, les noms, ils viennent comme ça, comme étant une sorte d'empreinte énergétique. Et le fait d'incarner ces noms-là, même si on sait au bout d'un moment qu'on n'est pas cela, néanmoins, le fait de véhiculer cette énergie, si on fait vraiment le travail d'être traversé complètement, eh bien, on traverse une énergie qui est noble en soi, puisque, par exemple, si on prend juste le nom Bouddha, si on traduit, en fait, ça veut dire l'éveillé. Donc, c'est celui qui a mis fin à ses souffrances. Donc, le fait d'incarner cette énergie, hein, d'être éveillé, eh bien, on traverse une zone qui est, si elle est complètement correctement vécue, qui apporte vraiment une véritable énergie. Et c'est plus juste la personne qui vit cela, c'est cette énergie qui est, par exemple, dans le cas de Bouddha, Bouddha. Et Mm. vraiment, le fait, encore une fois, un tuyau, c'est intéressant uniquement parce qu'il fait passer l'eau. Il serait percé, le tuyau, bah, il remplirait pas sa fonction. Bah, de Oui. la même manière, quand on traverse une énergie, hein, par exemple, euh, femme serre, si c'est ton énergie, bah, le fait de traverser cette énergie, s'il y a vraiment une impeccabilité dans le fait d'être femme serre, eh bien, l'énergie passant à travers, elle fait en sorte de Oui. ce tuyau qui est le, on va dire femme serre, c'est ça vient à rayonner pleinement parce que l'eau est Mm. vraiment amenée à la bonne direction. Et donc c'est vraiment ça l'idée, c'est si on a un tuyau un peu trop petit, par exemple, on s'appelle le petit alors qu'on est grand, eh bien on va peut-être avoir une énergie qui va traverser au travers de ce nom-là, qui va être trop intense par rapport au fait que le petit, bah, ça ne nous correspond pas. On Excellent. voit, et là, on imagine un tuyau qui a beaucoup de pression. Donc, du coup, le tuyau, il Ouais. peut éclater. Alors qu'à l'inverse, si par exemple on est grand et qu'on s'appelle le petit, eh bien ça va faire l'effet inverse. Le tuyau va être beaucoup trop grand et on va faire passer un tout petit filet. Du coup, ça n'amener pas beaucoup d'eau. L'idée, c'est véritablement d'incarner pleinement notre potentiel au travers d'un nom qui nous représente. Pourquoi? Parce que notre énergie, elle a besoin d'avoir quelque chose qui est adapté à la Ouais. forme qu'elle prend. Et c'est comme ça Excellent. qu'on rayonne le mieux. Waouh, j'adore. J'adore cette, ouais, cette image. Ça met des mots sur plein de choses. C'est ça fait un effet comme ah, mais tout s'explique. C'est ça, ouais, cette notion de canal, parfois de sentir que les énergies sont bien ensemble et bien focus, bien dirigées vers l'endroit, quoi, un peu comme une rivière voilà qui suit son chemin, qui trace quoi, et puis une énergie qui peut être toute diffuse et puis qui s'échappe par plein de bouts et qui peut donner une impression aussi que c'est gâché ou que c'est perdu. Ça peut faire cette sensation-là un peu d'être découragé parce que de sentir que ouais que ça se disperse. Je regarde un peu l'heure et puis je vois que on s'approche de l'heure et euh, il y avait une chose que je me demandais aussi à la méditation. Alors, tu as un petit peu répondu, mais je vais quand même te le redemander. C'est en fait quand toi tu t'assois et que tu médites, euh, est-ce que c'est que alors
j'allais dire juste ou seulement, mais je veux pas le dire comme si c'était réducteur. C'est pas comme si c'est seulement, genre, comme si c'était pas beaucoup. Mais est-ce que ton intention ou ce que tu vis, c'est, voilà, de te connecter comme à cette présence, à toi-même, à la vie, de se connecter à ce calme, à ce bonheur, à cette extase, enfin, voilà, c'est ça qui te vit, ou est-ce que aussi, quand tu es dans cet état-là, à cet endroit-là, est-ce que tu reçois comme si tu reçois des informations? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Effectivement, il y a plusieurs niveaux en méditation. Le premier niveau, c'est le corps physique. C'est pour ça qu'on met le corps au repos. On ne fait rien, on est juste assis. Et on laisse les premiers niveaux nous pénétrer, c'est-à-dire ressentir le corps. Est-ce que c'est physiquement douloureux ou est-ce que c'est agréable? Et petit à petit, après le corps, on arrive à un mouvement donc physique qui est la respiration, donc le gonflement et le dégonflement du ventre. Et ça, c'est tous les processus physiques. Une fois que les processus physiques sont suffisamment observés et conscientisés, on passe à des niveaux plus subtils, comme la sensation. Là, on ressent des fois l'inconfort ou l'agréabilité d'être en méditation. Donc là, il y a tout on va dire encore une phase en méditation où on apprécie les sensations, qui peuvent être neutres aussi. Et puis après, effectivement, on arrive aux pensées. Et les pensées, là, on découvre encore toute une fois un monde de choses qu'on peut observer et on apprend petit à petit à apaiser nos pensées. Et puis, quand nos pensées sont suffisamment apaisées, c'est comme des sons, les pensées, sauf que c'est à l'intérieur, et bien là, on a les images de la conscience. Et là, on commence à observer le monde qui nous entoure à l'intérieur, donc des images. Donc c'est vraiment magnifique, c'est comme regarder la télé. Et justement, tout ça, c'est comme ça qu'on s'éveille. C'est-à-dire on passe au travers donc, des 4 états de conscience que je viens de citer pour arriver vraiment à ce que ça retourne dans le monde. Et on est comme une fontaine qui jaillit, qui jaillit, qui jaillit. Quand on médite comme ça, effectivement, au bout d'un moment, quand on peut méditer d'ailleurs des heures comme ça, on n'a pas l'impression que ça fait des heures qu'on médite. Des fois, on a l'impression que ça fait 5 minutes, alors que ça fait 3 heures qu'on est assis. Et c'est parce qu'on n'a plus du tout une notion tellement on est dans un bien-être. Il y a aussi une chose à savoir, c'est que quand on est en méditation comme ça, on a même et c'est pour ça que certains entrepreneurs méditent le matin, des intuitions, des idées qui peuvent, si on les réalise dans la matière, donner des choses formidables. Il y en a certains qui ont médité, des fois ils ont eu l'inspiration pendant leur méditation, et après ils sont passés à écrire, à réaliser dans la matière, et ils ont fait des choses formidables. Des gens comme, par exemple, Steve Jobs, c'était des gens qui méditaient le matin. Et il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est un qui est assez connu dans le monde de l'entreprise. Et tout ça, et moi-même, je me rends compte qu'il y a des fois, je médite le matin et j'ai l'inspiration pour dire, ah bah, j'ai une idée de vidéo, je vais faire ça. Ouais. Et ça, c'est du fait justement d'apaiser son esprit, de se tranquilliser. Il y a une sorte d'inspiration qui vient. Les artistes qui prennent un minimum de temps pour ressentir cette inspiration, des fois qu'ils peuvent trouver quand ils vont marcher en forêt ou qui se connectent à la nature, et bien ceux qui méditent, ils connaissent aussi un petit peu ça. Donc oui, effectivement, c'est des moments où on se connecte à vraiment plus grand que soi et on peut vraiment aller très très loin. Moi, à côté de ça, j'ai plus vraiment besoin de méditer pour trouver ce bien-être parce que pour moi, c'est permanent. Néanmoins, quand j'adore méditer chaque jour, ne serait-ce que pour maintenir cette discipline et aussi pour justement, parce que moi, dans mes méditations, je vais un peu plus loin, c'est-à-dire que je ne fais pas juste que méditer pour méditer, j'ai vraiment une intention de répondre en fait, à ceux qui souffrent dans le monde et qui cherchent des fois une porte de sortie vers leur bonheur. Donc voilà, c'est pas des méditations trop neutres en fait chez moi. Ouais. Waouh, j'adore. Merci, merci, merci de tout ce partage. Est-ce que, alors, ouais, si, ça me vient de le dire maintenant. En fait, j'ai envie de dire que on est en train de concocter une petite surprise en coulisses. On a cuisiné quelque chose là qui va sortir là demain. Et je lis les commentaires en même temps. Waouh. Et ben voilà, justement, Sophélia qui dit Mathieu, j'ai l'élan de goûter à tes méditations. Moi aussi, vraiment, ça me donne, ça m'ouvre plein de portes là, de t'avoir entendu
Mathieu, ce soir, et ça me donne envie de te demander quelles sont les manières que tu as actuellement d'accompagner. Qu'est-ce que tu proposes? Genre, est-ce que je sais pas, tu fais des retraites et on y va? Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que, enfin voilà, quelles sont tes manières d'accompagner? Ouais, bah bien sûr, c'est vrai qu'on est en train de préparer une petite surprise. Vous allez en savoir plus demain, donc restez connectés. Effectivement, on a le cœur avec certaines personnes ici de ça. Et effectivement, dans ce que je propose, donc j'ai parlé un petit peu de mes entreprises. Donc il y en a une, c'est en coaching de vie. J'aide les gens à réaliser leurs rêves. Donc ils viennent me voir en séance. Et on dit, bon, bah voilà, moi, quel est l'objectif qu'on veut réaliser? Et puis, on travaille, on essaie de voir les obstacles, on met des outils en place, et puis ça marche. Ça, c'est, on va dire, la partie coaching de vie. Et pour ce qui est de la partie méditation, bah, il y a déjà pas mal de contenu que j'offre comme ça, déjà sur les réseaux, comme YouTube, etc. Et à côté de ça, j'ai des programmes de méditation qui sont sous diverses formes. Il y en a un, c'est 21 jours pour méditer, c'est des petites méditations matin et soir avec un petit accompagnant avec moi. Et puis, une formation qui sont un peu plus visuelle parce que j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où on a besoin de vidéos, etc. Donc, une méditation qui s'appelle, une formation de méditation qui s'appelle 12 vidéos, 12 méditations guidées, un bonheur infini, quelque chose comme ça. Et l'idée, c'est au cours de 12 méditations que vous appreniez en fait les techniques de base de méditation. Et c'est un programme qui peut se faire assez facilement. C'est des petites méditations qui durent 15 minutes maximum. Et l'idée, c'est de vous amener à goûter en fait ce que c'est que la méditation. Progressivement, on commence avec les bases et puis on va de plus en plus profondément. Et si vous suivez un petit peu ces méditations, vous avez de grands résultats, hein. Donc voilà, donc ça c'est un programme qui est disponible. Donc vous en saurez peut-être un peu plus tard. Donc qu'est-ce que ça fait? Voilà. Et Ouais. peut-être que justement, tu as peut-être quelque chose par rapport à ça qui peut faire écho. Donc ça peut être intéressant, hein, Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense que j'aurais besoin d'être accompagnée d'une manière ou d'une autre, ouais, pour tisser un lien de sécurité Mhm. avec l'espace de méditation, avec le fait de m'asseoir, comme tout mettre en pause. J'ai d'autres manières hein, de m'accompagner, etc. Mais la méditation même, j'ai l'impression que c'est avec ce qui a été mon parcours de vie et ce que j'ai eu à retisser, à détisser, puis à retisser de moi. Bon, bref, je la fais courte, mais c'est comme si c'était une des choses qui me pousse le plus dans mes retranchements. Et la méditation, tu vois, et être là et être comme assis dans le silence, et être d'accord d'être traversé aussi par les pensées, etc. Donc, ouais, déjà dans, dans les images que tu as nommées, dans pas mal de choses que tu as dites, c'est comme si soudain ça m'a paru plus accessible que ce que j'imaginais jusque-là. Donc, ça se rapproche. Et c'est pas pour rien hein, que je t'ai invité et puis que tu as dit oui. C'est que voilà, il y a la méditation qui est en train d'arriver là dans mon champ électromagnétique. Je vais y arriver. Ouais. Euh, Ben merci Mathieu de ta confiance, de tout ton partage. Est-ce que tu aurais envie de, je sais pas, est-ce qu'il y aurait un mot de la fin? Est-ce que il y a une dernière chose que tu aurais à cœur de déposer ici avant qu'on ferme le live? Il y a deux choses qui me viennent comme ça en écoutant. C'est une chose, c'est méditer, méditer, méditer. Et puis une autre, c'est peut-être intéressant tout ce que je partage ici, mais vraiment ne me croyez pas, faites-en l'expérience par vous-même, vérifiez et voyez vraiment par vous-même parce que c'est comme ça que ça parlera le plus pour vous. Moi, c'est vrai que je peux vous vanter tous les mérites de ce que c'est que la méditation, l'éveil, que c'est génial, c'est formidable, mais ça reste qu'une coquille vide tant que c'est pas vous qui êtes ce Bernard l'ermite qui habitait cette coquille. Vraiment, Vous voilà. exhibissez dans la coquille. Excellent. Trop bien. Voilà. Donc, Euh, merci Mathieu. Et puis ben à demain.
Ouais, à demain. À demain. Ah, merci, merci à toutes les personnes qui sont passées et puis à toutes les autres qui regarderont ensuite. Et avec joie de recevoir vos commentaires et de vous répondre, soit Mathieu, soit moi, en privé, bien sûr, pour quoi que ce soit. Bon, belle soirée, Merci bonne nuit. à toi, Odette Femme Serre, de m'avoir accueilli ici. Et puis, bah, au plaisir. À bientôt. À demain. Qui sait. Ouais. Salut. Salut Mathieu.